fut plus importante pour la structure actuelle. Ce fut lui qui, une fois devenu patron du monastère en remplaçant sa grand-mère, reconstruisit l'église dans la forme dans laquelle elle survécut la conquête latine de 1204 et les dures années de négligence qui suivirent. Après que Michel Paléologue eut rétabli Constantinople comme capitale de l'Empire en 1261, le monastère prit de l'importance à cause de sa proximité du palais impérial des Lachernes. On y créa une bibliothèque de livres ramenés de la province et les patriarches y séjournaient à la fin du XIIIe siècle lorsqu'ils venaient pour discuter avec l'empereur. Mais tant les patriarches que les lecteurs de la bibliothèque se plaignaient fort de la mauvaise condition de l'établissement. L'empereur Andronique II se soucia de sa restauration. Sa demi-sœur, la nonne Mélanie, y contribua. Toutefois, la responsabilité principale incomba à l'homme de confiance de l'empereur, Théodomé-Tochite, qui fut son ministre des Finances, puis Premier ministre, pendant 23 ans, de 1305 à 1328. Métochite entreprit donc, en 1316, la rénovation complète du monastère entier, qu'il acheva 5 ans plus tard. Il rebâtit la coupole de l'église et rénova la décoration de l'intérieur. En même temps, il enveloppa la structure principale des annexes qui font aujourd'hui la gloire du monument. L'exonartex et l'esonartex, avec leurs mosaïques représentant respectivement la vie du Christ et la vie de la Vierge, et le Paraklésion avec ses fresques du jugement dernier et la résurrection. Le carrier est donc l'aboutissement d'un long parcours historique, dont les étapes sont lisibles dans l'architecture de l'Église. Elle est en même temps la création d'un seul homme, qui commanda tout ce qui se présente maintenant aux yeux du visiteur, et le marqua très explicitement de son empreinte, comme nous verrons. Aussi bien par son architecture que par le reflet des idées de son mécène, l'Agora ressemble aux autres monuments byzantins de Constantinople. Ceci dit, l'homme qui lui donna son visage l'a rendu ainsi plus intéressant. Cet homme n'était pas un empereur, mais il était, pendant plus de 20 ans, l'homme le plus riche et le plus puissant de l'Empire. Byzance se trouvait en pleine catastrophe politique, militaire et financière, ayant perdu l'Asie mineure, excepté quelques villes isolées, et ayant subi des dévastations sérieuses de son territoire balkanique fort diminué. Le règne d'Andronique II fut un vrai désastre pour l'État byzantin. Pourtant, il vit aussi, à Constantinople et à Thessalonique, une floraison remarquable des arts, des lettres et des sciences, qui égala et, à certains égards, dépassa tout ce qui avait précédé. C'était le comble de ce qu'on appelle, non sans raison, la renaissance des paléologues. Or, Théodore Métochite se trouvait au centre de cette activité. Il y contribua en tant que mécène, en finançant des projets comme la rénovation de l'Agora et la construction juste à côté de son propre palais magnifique, en soutenant les lettres et les scientifiques, et en organisant des débats philosophiques à la cour impériale. Il fut, lui aussi, un auteur prodigieux, dont les ouvrages encore conservés couvrent presque 1900 feuilles manuscrites. Son élève et héritier intellectuel, Nicéphore Grégoras,
l'appela une bibliothèque vivante. Il est vrai que Grégoras dut reconnaître aussi que le style littéraire de son maître n'était pas du tout facile ou agréable, mais plutôt orageux et épineux pour le lecteur. Les lecteurs modernes ont été d'accord. Ils ont remarqué en plus sa tendance de gonfler ses phrases de mots inutiles. Néanmoins, Métochite écrivit avec beaucoup d'artifice et d'érudition, et il exprima même des idées originales sur la culture antique et byzantine. Ce fut surtout ses qualités littéraires et intellectuelles qui lui valurent l'estime de l'empereur Andronique et ainsi son élévation au sommet du gouvernement et de la société. Ses origines sociales et politiques étaient tout autres que propices. Pourtant, il est parvenu non seulement à dominer l'administration civile et à combler la haute dignité de grande logotète, mais aussi à marier ses enfants à des membres de la famille impériale des paléologues. Tout cela commença avec le beau discours qu'il prononça devant l'empereur en 1290. Afin de comprendre l'importance de l'agora comme monument byzantin, il faut donc voir comment sa refondation par Théodore Métochite s'inscrit aussi bien dans les courants de la dernière Renaissance byzantine que dans la carrière, les ambitions et la pensée du fondateur. Pour ce faire, nous disposons d'importants témoignages. D'une part, il y a l'histoire du déjà mentionné élève de Métochite, Nicéphore Grégoras, qui vécut dans le monastère de Chora. D'autre part, il y a l'œuvre volumineuse de Métochite lui-même. Aucun autre fondateur byzantin n'a laissé autant de pages écrites. Aucun autre monument byzantin n'est aussi bien documenté par son fondateur. À prime abord, cette documentation déçoit profondément par son style rébarbatif et son manque de renseignements concrets qu'on aimerait bien savoir. Ainsi, par exemple, on n'y découvre pas les noms des artistes employés par Métochite dans l'église de Chora, ni les raisons qui ont motivé le choix et le déploiement du programme iconographique. Pourtant, l'œuvre de Métochite montre bien la mentalité et les préoccupations de l'homme qui a tant investi dans la rénovation de ce monastère. Une bonne partie de son œuvre est marquée par ce qu'on a appelé l'impulsion autobiographique à Byzance. Notamment, il a laissé 20 longs poèmes réunis sous le titre collectif d'À soi-même, dont les deux premiers sont largement consacrés à sa fondation de l'agora. Mais même ses traités et discours qui ne la mentionnent pas et n'ont apparemment rien de personnel, nous aident à comprendre comment et pourquoi l'agora de Théodore Métochite n'est pas juste un monastère comme tout autre. Pourquoi donc Métochite a-t-il rénové ce monastère et quel profit en tirait-il? Il agit, certes, en fonction de la piété conventionnelle qui poussait tous les Byzantins aisés et même des gens de moyens modestes à créer des fondations religieuses ou à contribuer à leur entretien. Il exprime à plusieurs reprises dans ses poèmes sa dévotion au Christ et à la Vierge Marie, dévotion qu'on lit d'ailleurs dans les mosaïques et les fresques de l'Église. Dans les textes, comme par les images, il prie les saints patrons de l'Église et du monastère de lui accorder le salut de son âme et le pardon
ses péchés. Quels sont ses péchés? Il ne le dit pas. Mais on peut le déduire du fait que même si sa vie privée fut hors reproche, il finit par être haï pour sa gestion peu scrupuleuse des finances publiques. On l'accusa d'avoir bâti sa fortune sur le sang et les larmes des pauvres. Et lorsque la déposition d'Anthony II en 1328 entraîna sa propre chute, la foule enragée pilla sa maison. La fondation de la Torah expia ainsi, en quelque sorte, son avarice. Dans une certaine mesure, elle est comparable à un célèbre monument italien qui lui fut presque contemporain, la chapelle de la Reine ou chapelle Scrovegni à Padoue, peinte par Giotto. La famille du fondateur, Enrico Scrovegni, devait sa fortune à l'usure, le prêt à l'intérêt, qui était strictement interdit par l'Église catholique. La chapelle fut le prix qu'il paya pour acheter son salut. Une pensée analogue se lit dans un passage où Métochite, s'adressant aux moines de la Torah, leur rappelle qu'ils lui doivent des supplications pour le salut de son âme en échange du soutien matériel qu'il leur assure. On peut poursuivre l'analogie. Comme Scrovegni, Métochite se fit dépeindre dans son église en train de l'offrir à Dieu. Il s'y fit enterrer et il y commanda une représentation du jugement dernier. Mais, différence significative, Métochite ne se fit pas représenter dans la scène du jugement dernier. Et celle-ci ne figure pas dans le programme de l'église principale, mais dans celui du Paraclésion, la chapelle annexe, réservée à l'usage funéraire. Comme il ne confesse pas son péché dans ses poèmes, il n'insiste pas sur sa propre culpabilité, qu'il rejette plutôt sur les circonstances de sa vie dans le monde, sur le tourbillon d'affaires auquel il est exposé en homme de famille et fonctionnaire public. Même après sa chute politique, il représente ses malheurs comme des tempêtes aléatoires et non pas comme la juste punition de ses méfaits. La Torah donc n'est que partiellement une œuvre de pénitence. Métochite la conçoit plutôt comme une œuvre de bienfaisance. Les moines peuvent y jouir à ses frais de la sécurité et de la tranquillité dont il est privé par son activité dans le monde des affaires, qui fournit pourtant les ressources nécessaires à leur existence privilégiée. Du reste, il ne se prive pas totalement de cette existence parce qu'il la partage quand il visite l'Église pour assister aux offices. Il s'y réserve en outre une place pour soi-même et pour ses proches après sa mort, comme les tombeaux du Paraclésion funéraire en témoignent abondamment. Œuvre de piété correcte, mais non outre mesure. La rénovation de la Torah par Métochite représente un investissement qui dépasse de loin son besoin de repentir et d'expiation, tel qu'il l'exprime dans ses poèmes autobiographique. Ce n'est pas avec un esprit d'humilité et de sacrifice qu'il contemple sa fondation. En fait, il en parle dans un langage qui n'a rien à voir avec l'éthique et l'ascèse chrétienne. À plusieurs reprises, il insiste sur le plaisir qu'il éprouve en voyant l'Église et son riche décor, ou en écoutant les hymnes chantés par les moines pendant l'office des vêpres. Il ne faut pas oublier qu'il avait sélectionné les 10 moines
non seulement pour leur vertu, mais aussi pour la qualité de leur voix. Très souvent, il emploie l'adjectif de la même racine de plaisir, agréable. Or, l'agrément ne figure nulle part dans la morale enseignée par l'Évangile et les pères de l'Église, et surtout les ascètes. Ils condamnent tous la recherche du plaisir comme un péché, l'identifiant avec la mondánité de la culture païenne que le bon chrétien doit fuir comme la peste. Il est vrai que la philosophie antique distinguait entre le plaisir purement physique et sensuel et le plaisir intellectuel propre à la partie affective de l'âme. Il se peut que Métochite se réfère à ce plaisir raffiné, dont le conseil philosophique l'a beaucoup préoccupé ailleurs. Il en discourt longuement dans son traité sur l'éthique et l'éducation, où il défend la valeur éducative du plaisir intellectuel contre ceux qu'il rejette comme inutiles et nuisibles. Un tel plaisir, affirme-t-il, sert de passage à la connaissance des choses supérieures. On a vu dans ses critiques les moines efficaces et réformateurs de l'époque, ceux qui insistaient sur le rigorisme ascétique aux dépenses de l'éducation littéraire et philosophique. Métochite, donc, en caractérisant son monastère comme une source de plaisir intellectuel, le mit dans une position controversée par rapport au courant religieux de son époque. D'ailleurs, le plaisir qu'il évoque dans ses poèmes autobiographiques n'est pas exclusivement spirituel. Il s'agit de l'effet produit par l'art et la musique. Il va de soi que Métochite ne fut ni le seul, ni le premier byzantin à créer une église monastique qui brilla par la sensualité de ses mosaïques étincelantes, ses marbres polychromes et ses chants mélodieux. Mais aucun byzantin avant lui n'avait explicité à tel point le plaisir qu'une telle église excite chez son fondateur. Il en est de même pour une autre motivation que Métochite allègue pour la rénovation de la Torah, la recherche de la gloire et la célébrité. Ambition admirable dans l'Antiquité grecque, dont Métochite connaissait si bien la littérature, mais inadmissible dans un monde chrétien où tout évergétisme fut censé être pour le bien des pauvres, le salut des âmes et la gloire majeure de Dieu. On critiquait sévèrement l'égoïsme des fondateurs qui ne pensaient qu'à imposer leur nom sur les établissements religieux. Ce nonobstant, Métochite déclare ouvertement que son but n'est pas uniquement de sauver son âme, mais d'obtenir une renommée à longue durée parmi les hommes. Il n'hésite pas à imposer littéralement son nom en monogramme, aussi bien sur les chapiteaux de son église que sur les manuscrits de ses œuvres. L'égocentrisme si manifeste dans les textes n'est pas absent non plus du programme iconographique de l'Église. Tout d'abord, il y a le fameux portrait de Métochite, agenouillé, avec son gros chapeau de grande logo-tête, en train de présenter son Église au Christ. La mosaïque rappelle, tant par sa position au-dessus de la porte principale, que par l'asymétrie de sa composition, celle de la lunette du narthex de Sainte-Sophie, qui nous montre un empereur anonyme en proskinèse devant le Christ, qu'il supplie, aidé par l'intercession de la Vierge. L'observateur qui se rend compte de cet écho ne manquera pas de penser à une autre mosaïque de Sainte-Sophie, celle du vestibule, représentant Constantin et Justinien, fondateurs respectivement de Constantinople et de Sainte-Sophie,
qui offre leur fondation à la Vierge et au Christ. Il est clair que, dans ses allusions à Sainte Sophie, Métochite se met à la place de l'empereur. D'autres allusions quasi impériales se lisent dans la grande mosaïque de la Déicis, à la droite de l'entrée principale, et donc de la mosaïque de Métochite. L'image du Christ est désignée Chakitis, c'est-à-dire qu'elle rappelle et imite peut-être la fameuse icône du Christ qui surmontait depuis le IXe siècle la porte principale du grand palais impérial. Le Christ de la Hora ressemble aussi à celui de la Déicis que l'on voit encore fort mutilé dans la galerie de Sainte-Sophie et qui date probablement des années 60 du XIIIe siècle, c'est-à-dire d'un peu plus d'une génération avant la Hora. Il est fort possible que cette belle mosaïque ait montré, dans la partie inférieure qui est maintenant détruite, une figure ou des figures en proskinèse, comme dans le panneau de la Hora. On pense naturellement à l'empereur Michel Paléologue, le père d'Andronique II, qui libéra Constantinople des Latins en 1261. De toute façon, l'inclusion des figures suppliantes dans la Déicis de la Hora est révélatrice des prétentions de Métochite. Ces figures représentent deux anciens bienfaiteurs du monastère, le Sébastocrator Isaac, fils d'Alexis Comnène, et la nonne Mélanie, fille illégitime de Michel Paléologue. Tous les deux étaient de souche impériale. En lui faisant représenter dans l'Église, Métochite respecta, certes, la mémoire de ses devanciers, mais il se mit également dans la ligne des fondateurs royaux. En effet, il était presque le seul parmi les rénovateurs contemporains de grands monastères à Constantinople qui n'appartenait pas à la haute noblesse. Sa rénovation de la Hora fut un moyen parmi les autres de s'énoblir, d'afficher l'alliance matrimoniale de sa famille avec celle de l'empereur. Il l'afficha aussi bien dans la mort que dans la vie, car la paréclésion imita les annexes funéraires des fondations impériales et aristocratiques, comme le Pantocrator et la Pamakaristos. Ici, Métochite prédit que ses descendants nobles seraient réunis dans son propre mausolée et même peut-être sous sa présidence, car on a récemment soutenu que son propre tombeau était situé dans l'abside de la chapelle, juste sous la grande représentation de la résurrection. Mais plus important encore chez Métochite que le snobisme matériel et social était le snobisme intellectuel, domaine où il ne cédait rien à personne. Ici encore, sa prétention se reflète dans sa fondation monastique. On a vu un reflet de son style littéraire dans le maniérisme des mosaïques de la Hora. Quoi qu'il en soit, ce qui ressort clairement de ses écrits, c'est que sa grande fierté était la riche bibliothèque de livres sacrés et profanes dont il dota son monastère. Il en parle longuement dans son premier poème autobiographique et il la recommande vivement aux soins des moines dans la lettre qu'il leur écrit après que la chute d'Andronique II entraîna son propre exil de Constantinople. Cette bibliothèque, il la caractérise non seulement comme une source d'énormes plaisirs pour lui-même, mais aussi comme son meilleur acte de philanthropie envers l'humanité. Il souhaite même que les moines en puissent tirer quelques profits pour leur vocation. Pourtant, en disant ceci, il laisse entendre que ce n'est pas le but principal. En fait, Métochite vise explicitement des lecteurs externes. Autrement dit,
des lettrés et des érudits de sa trempe. Ce qu'il ambitionnait donc en créant la bibliothèque de la Torah, c'était de gagner la reconnaissance de ce public, présent et futur, et l'admiration de ceux, moins nombreux sans doute qu'il n'espérait, qui se donneraient la peine de lire ses propres travaux. Rénovation de monastère, alors, mais dans un esprit loin de la réforme du monachisme, qui se poursuivit à l'époque d'Andronique II, sous l'impulsion d'inspirateurs bien différents de Théodore Métochite, comme le patriarche Athanase et les animateurs du mouvement hésicaste, ce mouvement qui finirait par s'emparer de l'église de Constantinople au milieu du XIVe siècle. Mais si la Torah ne participait pas à la réforme, elle participait à la Renaissance, par les prétentions même de son fondateur, car celle-ci harmonisait parfaitement avec les désirs d'Andronique II de relever la culture de Byzance face à la ruine de son État. En effet, les plus grands projets de Métochite étaient ceux de son souverain, et il répondait, plus que son égocentrisme ne laisse soupçonner, aux intérêts de ses contemporains. À part ses activités quotidiennes d'administrateur et de littérateur, Métochite eut deux projets d'envergure. D'une part, la rénovation de la Torah, d'autre part, la composition d'une introduction à l'astronomie. Projet en apparence bien différent, mais associés par plus d'un trait. Métochite les entreprit, comme il nous le dit lui-même, à l'instigation de l'empereur. La science a établi qu'il passa tout de suite de l'un à l'autre. Quand il terminait son travail astronomique en 1316-1317, la restauration de la Torah le préoccupait déjà. Enfin, l'un comme l'autre était un projet de renouveau. Dans un cas, il s'agissait de relever une ancienne fondation constantinopolitaine. Dans l'autre, de relancer la seule thèse d'astronomie la plus importante de l'Antiquité, la Megali Syntaxis de Claude Ptolémée, connue en Occident sous son nom arabe d'Almagest. Maîtriser et expliquer cette œuvre exigea un investissement de temps et d'énergie aussi prodigieux que l'investissement financier dans la rénovation de la Torah. Pour mieux situer celle-ci dans son contexte, examinons de plus près l'initiative qui l'a précédée. Pourquoi Andronique et Métochite avaient-ils choisi ce moment pour faire renaître l'étude de l'astronomie à Byzance? Métochite présente son introduction à l'astronomie comme une mise à jour de l'Almagest. La mise à jour laisse beaucoup à désirer, notamment en ce qui concerne les progrès faits depuis Ptolémée par la science arabe que Métochite ignore complètement. Toutefois, sa sommation de la méthode de Ptolémée est impressionnante. Elle représente un travail prodigieux, d'autant plus qu'accompli sous des conditions assez difficiles. Selon Grégoras, Métochite n'avait que les soirs pour se consacrer à l'étude. Selon Métochite lui-même, il manquait de formation dans la matière parce que les sciences mathématiques et surtout l'astronomie avaient été depuis longtemps négligées et tenues en mépris. Il n'a pu réaliser son projet que grâce au service d'un savant obscur, un certain Manuel Bryennius, qu'Andronique lui recommanda et qu'il installa dans sa maison pendant 2 ans pour apprendre les compétences nécessaires. Métochite exagère le manque d'intérêt pour la mathématique parmi ses contemporains. Il ignore ou affecte d'ignorer les contributions importantes de 2 savants
Maxime Planude et Georges Pachymère. Planude composa un traité sur le calcul indien et il apprécia, bien avant Métochite, les mérites de Manuel Rienius. Pachymère fut l'auteur d'un manuel du quadrivium, c'est-à-dire des cours sur les 4 sciences mathématiques, l'arithmétique, la géométrie, l'harmonie ou la musique et l'astronomie. Mais le fait que le quadrivium de Pachymère fut le premier à apparaître en grec depuis l'an 1006 en dit long sur la condition des études mathématiques à Byzance pendant les XIIe et XIIIe siècles. En effet, Métochite eut raison de déplorer le peu de place qu'elle tenait dans le curriculum byzantin. La situation de l'astronomie était particulièrement grave, alors qu'elle devait, par la nature de sa matière, combler le programme scolaire, elle en était souvent absente ou subordonnée à la physique. On peut expliquer cette négligence d'une part par la préférence qu'on accordait depuis le XIIe siècle à la philosophie d'Aristote. En effet, cette dernière était considérée comme moins nuisible à la doctrine chrétienne que le platonisme, et surtout le néoplatonisme, devenu à la mode par les recherches de Michel Psellos. D'autre part, l'astronomie était suspecte parce qu'elle servait l'astrologie, qui avait été condamnée une fois pour toutes par l'Église byzantine vers la fin du XIIe siècle. On ne connaît aucun astronome ou astrologue byzantin au XIIIe siècle. Le projet de Métochite et d'Andronique visait d'une manière explicite à réhabiliter l'astronomie, à lui rendre sa place légitime comme reine des sciences, selon l'épistémologie platonicienne. Mais pourquoi, dans la crise profonde où se trouvait l'État byzantin, apparaissait ce désir de changer le statu quo qui avait prévalu pendant plus d'un siècle, béni par l'Église orthodoxe dont Andronique se voulait le protecteur? Il n'est pas exclu que ce fut précisément la crise politique qui l'incita à avoir recours à l'astrologie. Celle-ci connut en effet un nouvel essor au XIVe siècle, époque si trouble pour les Byzantins. En même temps, il y a des indices que l'empereur, Métochite et d'autres de leur cercle furent persuadés que l'astronomie avait une valeur profondément spirituelle, que l'étude de cette matière sublime et céleste, qui achevait toutes les autres sciences mathématiques, fut nécessaire pour élever l'âme vers la contemplation de Dieu. Cette idée semble avoir été propagée par un homme, Joseph, qui était à la fois un philosophe érudit et un saint ascète. Il jouissait d'une telle influence auprès de l'empereur et des grands de la cour qu'il put refuser 4 fois l'élection au patriarcat. De toute façon, Byzance se rendit compte, au début du XIVe siècle, de l'essor de l'astronomie dans un empire voisin, celui des Ilkhan de la Perse. Un savant byzantin, Grégoire Chioniades, s'y était rendu à la cour de Tabriz pour étudier auprès des astronomes persans qui refusèrent d'abord d'accepter un élève étranger. Telle était l'importance politique de la science. À son retour de Tabriz à Constantinople, Chioniades dut signer une profession de foi orthodoxe, confirmant qu'il n'avait pas été contaminé par les idées judaïques ou islamiques. Cette réaction de la part de l'Église byzantine ne fit que confirmer ce que Chioniades souligna en quittant de nouveau Constantinople pour l'Orient, à savoir la pauvreté de la culture scientifique à Byzance. On ne sait pas si Chioniades rencontra jamais Andronique II, mais son histoire ne dut pas échapper à l'empereur. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le souci de ce dernier
de relancer l'étude de l'astronomie à Byzance par les soins de son ministre fidèle et habile. Simplement, ce qui les intéressait, c'était la théorie et non pas la pratique. L'œuvre des anciens et non pas celle des modernes. Au lieu d'emprunter les résultats de la science persane et arabe, il voulait puiser directement dans l'Antiquité. Ce ne fut pas non plus par l'intermédiaire des commentaires tardifs que Métochite aborda l'œuvre de Ptolémée. À la différence des tables faciles du même auteur, l'Almageste n'avait pas été commenté dans l'Antiquité tardive, ce qui veut dire qu'il n'était presque jamais enseigné ni lu à l'époque byzantine. L'introduction à l'astronomie de Métochite fut donc un acte de renouveau sans précédent et sans fonction autre que celle de recréer pour la Byzance d'Andronique Paléologue et à la gloire de Théodore Métochite l'excellence de l'hellénisme antique, un vrai acte de renaissance culturelle. Si la réédition de Ptolémée par Métochite fut le moment le plus antiquisant et donc le plus définitif de la renaissance byzantine de l'époque des paléologues, elle ne fut pas pour autant un cas isolé. Métochite fut loin d'être le seul savant qui contribua à cette renaissance par une étude approfondie des textes antiques et une production littéraire accrue dans plusieurs domaines. Nous avons déjà mentionné Maxime Planuc et Georges Pachymère, signalant qu'en dehors de leurs intérêts mathématiques, le premier fit des commentaires sur la poésie antique, y compris des textes latins, alors que le deuxième écrivit une histoire de son époque, précieuse pour son détail et remarquable aussi pour l'originalité de ses aperçus que pour la difficulté de son style. On peut mentionner une bonne quinzaine de noms encore, à commencer par Georges Acropolite, qui assura l'enseignement de la philosophie et la rhétorique après la reconquête de Constantinople, et à finir avec Nicéphore Grégoras, héritier intellectuel de Théodore Métochite et gardien de la bibliothèque de la Torah, lui aussi un astronome compétent, théologien et historien des événements de 1204 à 1354. Toute cette activité diverse et plus ou moins antiquisante, prise dans son ensemble, fut animée par une seule motivation, celle de redresser la culture byzantine après la catastrophe qu'elle avait soufferte à la suite de la conquête violente de Constantinople en 1204 par les croisés et l'établissement de l'Empire latin par ses deniers aux dépenses de l'élite grecque. Les études et leurs moyens de support se trouvaient ruinés ou dispersés. L'effort pour améliorer la situation commença pendant la période d'exil et notamment dans l'État grec qui s'était formé en Asie mineure occidentale et que nous appelons l'Empire de Nicée. 3 hommes ont travaillé ici pour établir la culture des rites traditionnels. Nicéphore Démides, son élève, le déjà mentionné Georges Acropolite, et leur élève, l'héritier du trône Théodore II d'Ascaris. Ce dernier composa plusieurs œuvres érudites et, pendant son court règne de 1254 à 1258, non seulement veilla à l'éducation de ses sujets avec des écoles et des bibliothèques qu'il fonda à Nicée et ailleurs, mais il essaya de gouverner aussi comme un roi philosophe. Quand le successeur de Théodore II, Michel Paléologue, reprit Constantinople en 1261 et la rétablit comme siège de l'Empire, le soin de relever la culture intellectuelle rejoignit son désir de redonner à la capitale
pillé et appauvri par les Latins, son ancien éclat, de rendre de nouveau la ville reine digne de son nom. Une idéologie de rénovation s'instaura, énergiquement promue par les paléologues pour justifier leur prise de pouvoir dynastique. Michel VIII se fit acclamer comme le nouveau Constantin. Cette idéologie se poursuivit, malgré les déceptions qui remplacèrent assez vite l'euphorie initiale. Le nouveau Constantin, face à la menace d'une nouvelle conquête latine, se vit contraint de signer un accord humiliant avec le pape et de soumettre son peuple à l'Église romaine. Il fut largement détesté pour cela. Après sa mort, on lui refusa la sépulture chrétienne, on jeta en prison ses collaborateurs, dont le père de Théodore Métogite. Et son fils Andronique II répudia aussitôt sa politique d'union religieuse. Mais Andronique s'avéra beaucoup moins capable de son père de défendre les frontières de l'État, qui, à la fin de son règne, se trouvait sensiblement réduit et appauvri. Toujours est-il que ces échecs n'ont pas étouffé l'idéologie de renouveau. Ils l'ont même nourri, dans la mesure où ils ont mis l'élite byzantine, plus que jamais, devant la nécessité d'affirmer l'authenticité et la vitalité de sa tradition grecque et orthodoxe. Ainsi, Constantin Acropolite écrivit de nombreux éloges de saints locaux pour raviver leur culte et pour montrer qu'ils étaient toujours présents. Nicéphore Xanthopoulos célébra l'ancienne église de la Source et les miracles de la Vierge qui s'étaient produits. Il composa aussi une histoire de l'église, la première à apparaître en grec depuis le VIe siècle. Théodore Métogite composa, enfin, vraisemblablement pour le prononcer devant le même empereur, le plus grand éloge de Constantinople qui nous soit parvenu de toute l'époque byzantine. Les constantinopolitains aimaient beaucoup leur ville et ne manquaient pas de le montrer dans leurs écrits. Mais le nombre de discours étendus qu'ils ont consacrés à ce sujet est étonnamment petit, vu la quantité de rhétorique élogieuse qu'ils ont produite par ailleurs. La majorité des éloges de Constantinople datent soit du IVe siècle, soit de la période qui nous intéresse, c'est-à-dire celle des règnes de Michel et Andronique paléologue, qui va à 1261 à 1328, et qui correspond presque exactement à l'époque de Théodore Métogite. Il s'agit clairement d'un genre littéraire lié à la fondation de Constantinople et renouvelé pour célébrer la reconquête et la restauration de Constantinople par les paléologues. Le discours de Métogite, le Byzantios, domine cette littérature tant par sa masse écrasante de 70 feuilles manuscrites que par le fait de constituer une pièce distincte qui n'est pas intégrée dans l'éloge de l'empereur ou d'un saint. Il représente le point culminant de l'idéologie de renouveau. Il fut composé à peu près à l'époque où Andronique II méditait la restauration de la Torah. Peut-on le considérer comme l'équivalent littéraire de ce projet de restauration? Autrement dit, peut-on regarder la rénovation de la Torah comme le point culminant de la restauration de Constantinople par les premiers empereurs paléologues? Le Byzantium ne se réfère pas explicitement à ce programme de restauration, ce qui ne surprend pas, étant donné que son but est de montrer que la grandeur de Constantinople est perpétuelle, qu'elle ne perd jamais son rôle de capitale mondiale pour laquelle la nature, l'antiquité hellénique et romaine et la faveur divine l'ont destinée. Pourtant, Métogite présente son discours
comme une obligation qu'il doit à la ville et à l'empereur. Et il insiste beaucoup, dans la partie centrale du texte, sur la capacité de Constantinople de se régénérer sans cesse, de remettre au milieu de ses ruines, qui seules suffisent à la faire l'envie des autres villes. En évoquant le cycle de ruine et de régénération, il fait sûrement allusion aux événements récents. La ruine est attribuée, bien entendu, au temps, mais aussi aux agissements de certains gens malins, non nommés, mais qui ne peuvent être que des conquérants latins. Parmi les constructions neuves qui rendent Constantinople toujours robuste, Métochite cite surtout les églises, ce qui correspond effectivement à la réalité de son époque. Discourant alors à ce sujet, il accorde la place d'honneur à Sainte-Sophie, comme il se doit, mais en même temps, il signale l'importance des sanctuaires dédiés à la Vierge, la divine protectrice de Constantinople. Ces sanctuaires, dit-il, ressemblent à des gardes stationnés à travers la ville pour veiller à la sécurité des habitants. Or, l'image est très significative parce que Métochite l'utilise dans son deuxième poème autobiographique pour évoquer le rôle de la Chora, fondation dédiée également au Christ et à sa mère, dans l'espace urbain. Il ressort clairement de cette formule commune que Métochite conçoit un lien entre son idéalisation de Constantinople et sa rénovation de la Chora. On se rappelle ici des allusions iconographiques à Sainte-Sophie dans les mosaïques du narthex. Considérées à la lumière du Byzantios, ces allusions sentent moins le snobisme du fondateur que son désir d'intégrer sa fondation dans l'ensemble monumental de la ville. Les allusions à Sainte-Sophie par Métochite, tant dans son discours que dans son Église, sont importantes pour une autre raison. À la même époque, Andronique II initia des travaux coûteux pour consolider la grande église de Justinien. En même temps, il fit réparer d'autres vieilles structures, l'église Saint-Paul de l'Orphelinat, l'église des Saints-Apôtres, et la statue de Justinien sur la colonne de l'Inde devant Sainte-Sophie, la seule statue, selon Grégoras, à survivre l'occupation latine. Or, Grégoras observe que tous ces travaux de réparation exigèrent plus de frais que n'auraient coûté des constructions à neuf. Andronique se montra donc d'autant plus admirable qu'il choisit de conserver les anciens monuments au lieu d'ériger de nouveaux édifices qui lui auraient porté honneur et gloire. Le contraste est net avec Métochite, qui admit d'avoir entrepris la rénovation de la Chora pour se couvrir de gloire, et qui laissa effectivement un édifice qui brilla aux dépenses de la réputation des anciens fondateurs. Le luxe de la Chora, avec ses mosaïques dorées, contraste aussi avec la simple utilité des constructions financées avec peine par Andronique. Il aurait convenu, à une autre époque, mais semblait de mauvais goût dans les conditions difficiles que l'Empire traversait au début du XIVe siècle. Dans le Byzantios, Métochite parle beaucoup de construction à neuf et jamais de restauration. Évidemment, il ne suivit pas l'exemple de son souverain. Alors, est-ce que sa rénovation de la Chora conforma vraiment au programme de restauration dirigé par Andronique? Je crois que malgré l'impression que l'on peut tirer du texte de Grégoras, les doutes ne sont pas permis. Andronique non seulement autorisa, mais aussi subventionna le projet de Métochite.
Si l'on regarde bien l'ensemble des témoignages pour l'activité édilitaire pendant son règne, on voit qu'il institua une nette division de labeur. Alors qu'il se réserva les travaux publics et la restauration des anciens monuments, il confia à ses proches la restauration ou la fondation de monastères.